Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag, le premier de cette nouvelle année. Dans cette émission, nous nous penchons sur la vaccination anti-Covid attendue pour ce mois de janvier chez nous. Une vaccination qui a déjà commencé à travers plusieurs pays du monde, avec l'espoir de venir à bout de cette pandémie qui dure maintenant depuis près d'une année. L'Algérie a opté, vous le savez, pour le vaccin russe. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement la semaine dernière pour revenir sur le choix du vaccin et sur notre stratégie ou notre plan de vaccination. Je reçois le ministre de l'Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed. On reviendra également avec mon invité sur d'autres points relatifs à son secteur, notamment le problème récurrent des ruptures de médicaments. Comment venir à bout et définitivement à cette problématique qui pénalise beaucoup de malades? Quel est le plan d'action pour les mois, voire les années à venir de ce jeune ministère aux grandes ambitions normales, lorsque on sait que l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui présentée comme un levier de l'économie et un secteur stratégique duquel dépend notre sécurité sanitaire. Monsieur le ministre, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Je disais à l'instant, l'Algérie a finalement opté pour le vaccin russe Sputnik. Ce n'était pas vraiment une surprise, on s'y attendait. On a acheté donc plusieurs doses. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'on peut revenir sur le choix du vaccin russe, monsieur le ministre? Oui, écoutez, vous savez qu'il y a un comité scientifique, il y a une task force qui avait été mise en place par monsieur le Premier ministre, et à la lumière de la disponibilité mondiale, mais aussi des vaccins qui ont passé la phase 3. Vous savez, il y a près de 200 vaccins qui sont en développement dans le monde, mais il y en a très peu qui aujourd'hui sont opérationnels, qu'on peut utiliser. Et parmi ceux-là, il y a effectivement ce vaccin qui présente toutes les garanties, d'innocuité, qui a une facilité d'utilisation et de conservation par rapport à d'autres vaccins. C'est une technologie, celle de l'adénovirus, qui est éprouvée. Il est fabriqué, il a été développé par un grand institut qui a développé le vaccin contre Ebola. C'est une technologie qui est totalement maîtrisée, qui est reconnue mondialement, donc ça apparaît effectivement comme une solution réelle. Mais il faut savoir que l'Algérie, comme ça a été indiqué dans la communication du gouvernement, comme l'ensemble des pays, certainement diversifiera ses sources d'approvisionnement en fonction de ses besoins et aussi de l'évolution des technologies et de la pathologie dans le monde. Est-ce qu'on a une idée du nombre de doses qu'on a commandées? Ça, je pense que c'est monsieur le ministre de la Santé qui l'évoquera. Il y a un partage des tâches, vous savez, au niveau du gouvernement, il y a une complémentarité et un travail qui se fait ensemble. Mais pour notre part, nous nous occupons plutôt du côté technique. C'est celui de l'enregistrement justement de ce produit. Le vaccin, justement, j'y arrive. Le vaccin a été enregistré par le vaccin de l'agence du médicament, c'est ça? Il est en plein cours d'enregistrement. On annoncera, je pense, dans les prochains jours, son enregistrement. Il y a des échanges qui se font, vous savez, entre l'agence russe, l'Institut russe et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, plusieurs vidéoconférences, il y a des dossiers qui ont été envoyés, il y a des experts qui sont désignés, il y a ce qu'on appelle un enregistrement accéléré, à l'image de toutes les grandes agences dans le monde. Nous nous sommes dotés cette année d'une réglementation qui nous permet aujourd'hui, qui permet à notre agence de pouvoir effectuer cette opération-là. Oui. Alors, une loi, des décrets, des arrêtés permettent aujourd'hui, à travers la nouvelle commission d'enregistrement et une nouvelle procédure accélérée, de prendre en charge l'enregistrement de ce vaccin, mais aussi d'autres produits, comme les biosimilaires, des produits d'oncologie, qui nous permettront justement d'élargir notre arsenal thérapeutique et de pouvoir répondre à des besoins à la fois médicaux et économiques. Oui. Alors d'autres vaccins développés contre la Covid-19 seront-ils également enregistrés? Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des discussions qui sont en train de se faire vous savez, vous en avez touché un mot, vous avez dit que certainement le vaccin russe ne sera pas le seul. Est-ce qu'on peut avoir une idée des autres vaccins qu'on peut acquérir éventuellement? Au fur et à mesure, il y a des laboratoires qui se rapprochent de nous et des pays aussi, parce que parfois, vous savez, les laboratoires sont représentés chez nous. Certaines grandes multinationales ont déjà leur antenne en Algérie, opèrent, travaillent en Algérie sur d'autres produits ou sur d'autres vaccins. Donc ceux-là, ils sont en contact permanent avec notre ministère et ils déposent effectivement des dossiers, des informations. Alors, il y a une forme de veille
scientifique qui se faisait déjà par le comité scientifique et aussi par l'agence, où ces laboratoires nous informaient régulièrement, à la suite de la signature de MOU, hein, c'est-à-dire d'entente, enfin c'est comme une forme de contrat pour lequel on reste comment dire, garant des échanges d'informations, et ça nous permet hein, d'avoir cette veille scientifique et cette veille sanitaire pour connaître l'évolution du développement de ces vaccins. Parce qu'il faut savoir que nous étions en contact avec ces laboratoires alors qu'ils n'étaient pas encore en phase 3. C'est au fur et à mesure qu'ils nous expliquaient à quel type de phase, et quand ils obtiennent l'enregistrement de leur pays d'origine ou parce qu'on a ce qu'on appelle des agences critiques, les grandes agences mondiales, européennes, ou américaines ou d'autres pays, nous pouvons après, nous, effectivement, procéder à leur enregistrement dans notre pays. Et il y a, effectivement, nous sommes en contact avec plusieurs autres laboratoires et plusieurs autres pays, puissances, qui développent ces vaccins-là, et certaines procédures sont effectivement en cours. Est-ce qu'on a une idée de la date du début de la vaccination? Ça sera annoncé officiellement. Par qui de droit? C'est une question que se posent beaucoup d'Algériens, c'est pour ça que je vous la pose. Alors, selon les autorités russes, l'Égypte et le Nigeria vont fabriquer le vaccin Sputnik, l'Algérie aussi, monsieur le ministre? Alors, l'Égypte et le Nigeria, ainsi que l'Algérie et d'autres pays, avaient été identifiés, pour préciser un petit peu cette phrase-là ou cette information, avaient été identifiés comme des pays qui avaient les moyens technologiques de pouvoir conditionner ce vaccin. Vous savez, dans beaucoup de pays, vous savez, le vaccin est produit, mais après il faut le conditionner, le mettre ce qu'on appelle dans des seringues pré-remplies. Cette technologie, nous, est totalement maîtrisée en Algérie, parce que nous faisons par exemple beaucoup d'antibiotiques ou de corticoïdes, surtout des corticoïdes plutôt, en seringues pré-remplies. Nous faisons aussi des biosimilaires qui sont l'image des vaccins, notamment celui de l'enoxaparine, l'équivalent du Lovenox, Varenox, qui sont faites par des seringues pré-remplies. Donc c'est une technologie et les conditions de stérilité et de pré-remplissage existent. Alors certains laboratoires imaginent, il y a des contacts qui se font à travers le monde, vu la demande importante qu'ils ont, de pouvoir effectivement sous-traiter quelque part ce remplissage par des unités qui rempliraient ces conditions-là. Et ces pays-là, Algérie, Nigeria et Égypte, effectivement, avaient été identifiés comme des pays qui possédaient cette technologie. Cette technologie, oui. Alors vous avez également parlé de la création de la direction, par exemple, de développement industriel. Elle répond aussi à ce genre d'exigences. Ça fait partie un peu de ses prérogatives? Oui, complètement. Alors, nous avons 4 directions techniques. On a la régulation, bon, son nom indique sa fonction. Nous avons celle aussi de la veille stratégique et de la pharmacoéconomie, hein, qui est fondamentalement importante parce qu'elle est là en amont quelque part. Elle fait de la prospective pour savoir quel type justement de thérapeutique nous devons adopter et quel est là aussi l'intérêt économique et la balance bénéfice-risque. D'ailleurs, c'est elle qui préside le comité économique que j'installerai d'ailleurs demain, qui est intersectoriel pour fixer le prix du médicament. Et nous avons là, effectivement, la direction du développement industriel, des essais cliniques et de l'export. Alors cette direction est fondamentalement importante, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'agréer nos industriels ou nos industries, mais aussi de les accompagner dans leur développement. Et un de nos objectifs, c'est d'aller vers le plus d'intégration possible. Dans la nouvelle réglementation que nous avons mis en place, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est créer une industrie pharmaceutique qui crée de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de faire de l'immobilier industriel, d'avoir simplement des machines. Et nous avons vu, justement, à travers la régulation que nous avons mis en place, qu'il y avait des différences importantes selon le taux d'intégration. Vous avez, pour la même molécule, des laboratoires qui avaient 85-90% de taux d'intégration et d'autres qui avaient à peine 15 ou 20%. Quelle est la différence? La différence, elle est dans la recherche et développement. C'est-à-dire les laboratoires qui font leur propre recherche et développement ont un taux d'intégration beaucoup plus important. C'est bien simple. Le savoir se multiplie, les ressources se divisent. La recherche et développement est basée sur le savoir, sur la connaissance, qui permet justement de développer et de multiplier nos ressources. Si on reste simplement sur de la matière première ou sur des ressources naturelles, nous ne pourrons pas nous développer. Et c'est ainsi que nous concevons le développement de notre industrie, qui après une phase justement de maîtrise technologique,
des process industriels, oui, qui grâce justement aussi à l'ensemble des universités qui existent en Algérie et de centres de biotech, aujourd'hui va vers l'intégration de la recherche-développement. Nous avons déjà nous avions à Saïdal, mais nous avons aussi 2-3 autres laboratoires privés aujourd'hui qui font de la recherche et développement et qui réussissent à avoir des taux d'intégration qui sont formidables aujourd'hui parce qu'ils dépassent les 80%. On va revenir sur la stratégie justement de votre ministère, mais j'ai envie qu'on reste encore sur le vaccin si vous permettez. Alors, revenir un peu sur le lancement imminent justement de cette opération de vaccination. Comment va s'organiser cette campagne de vaccination dans un contexte d'urgence, un contexte de pandémie? Vous avez déjà parlé de la possibilité de le faire en milieu hospitalier? Oui, alors, pourquoi vous savez, ce choix? Je pense que Monsieur le ministre de la Santé ou le ministre délégué à la réforme hospitalière l'a déjà très clairement énoncé. Nous avons toutes les ressources dans notre pays. Vous savez, nous sommes un vieux pays dans la vaccination. Oui. La vaccination dans les pays africains, les pays de la région, la vaccination, nous avons éradiqué de nombreuses maladies grâce à la vaccination et nous avons une culture de la vaccination. Notre population est habituée à la vaccination, donc nous n'avons pas de problématique à ce niveau-là. De plus, contrairement à certains pays voisins, nous bénéficions aussi de beaucoup de structures de proximité qui sont habituées à vacciner. Nous avons l'habitude, je dis bien, de vacciner des millions de personnes en quelques mois. Quand il s'agit de la rougeole vous ne pensez pas d'autres. Donc, c'est pas quelque chose d'être long si on fait. C'est pas une problématique. Je veux dire, la problématique logistique et en tout cas de capacité de vaccination ou de tissu ou de maillage territorial pour vacciner ne se pose pas chez nous. Ne pose pas chez nous avec acuité, puisque c'est quelque chose que nous maîtrisons et que nous mettons en place année après année depuis déjà plusieurs décennies en Algérie. Non, mais le contexte est un peu différent, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, on est dans un contexte de pandémie, un contexte d'urgence. C'est pour ça qu'on se dit peut-être que le choix d'un milieu hospitalier peut entraîner des lenteurs, peut entraîner un retard dans cette vaccination, peut-être aller vers les officines. Lorsqu'on parle de milieu hospitalier, on parle de milieu médicalisé. Ça n'est pas forcément le CHU, oui. C'est la petite polyclinique qui a l'habitude de vacciner vos enfants. Lorsque vous vaccinez vos enfants, vous allez dans le centre de santé de proximité. Oui. Alors aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, en fonction de la technologie du vaccin, de son innocuité, des effets secondaires, vous savez, quand vous êtes dans un milieu médicalisé, même si très rarement il y a des allergies, mais il peut y avoir des allergies, vous êtes dans un milieu où on peut vous prendre en charge si vous faites un choc anaphylactique. Vous savez, quand vous faites une simple injection d'antibiotiques, vous pouvez être allergique à la pénicilline et faire un choc. Et là, il faut avoir les moyens de vous réanimer, par exemple. Donc il faut un milieu, effectivement, qui soit le plus médicalisé possible. Oui. Alors on a fait un sondage, justement, puisque vous parlez un peu de cette opération de vaccination. On a fait un sondage sur les réseaux sociaux, poser la question, allez-vous vous faire vacciner? On a eu quelque chose comme plus de 80% de non. La vaccination va se faire, bien entendu, sur le principe de volontariat. Il n'y aura pas d'obligation dans cette vaccination. Comment amener les gens à se faire vacciner? Comment rétablir cette relation de confiance? Aujourd'hui, il y a beaucoup de réticence par rapport à ce vaccin. Moi, je suis persuadé que tout le monde ira se vacciner. Tout le monde ira se vacciner. On a bien vu, déjà avec le vaccin antigrippal, où il y avait les mêmes quantités que l'année passée, tout le monde, il a manqué cette année. Oui. Donc les gens, entre la réaction qu'on a devant un média ou une question impromptue et une démarche réelle que vous faites, vous savez, se vacciner, c'est se protéger et protéger les siens. Si vous êtes parmi la population fragile, vous avez intérêt de vous vacciner parce que vous êtes parmi les personnes qui pourraient malheureusement peut-être perdre la vie avec cette pathologie. Si vous ne faites pas partie de la population la plus fragile, vous pouvez porter cette maladie et peut-être justement atteindre dans votre entourage des personnes qui le sont. Donc c'est l'intérêt de tout le monde de se vacciner et je pense que c'est un peu une fausse polémique et c'est quelque part c'est attisé un petit peu par les réseaux sociaux, on voit aussi dans la télévision étrangère. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par habitude et par culture, l'Algérien est favorable à la vaccination, contrairement à d'autres pays. Alors, ça et là, certains médias essayent de transposer des problématiques qui existent dans d'autres pays où il y a peut-être une manière d'envisager la vaccination de manière différente. Nous avons vu. Moi, je fais partie de la génération, vous savez, lorsqu'on était jeune, on avait des poliomyélites dans nos classes.
Hein. Mes enfants ne connaissent pas ça. Et nos petits-enfants, j'espère, non plus. Donc on a pu éradiquer de nombreuses maladies grâce à la vaccination. La vaccination a été réellement une chance pour l'humanité d'éradiquer de nombreuses pathologies. Et aujourd'hui, on voit bien... C'est clair, Monsieur le Ministre, mais il faudra peut-être faire juste une bonne campagne de vaccination. Oui, moi je pense que... Il faudrait justement vendre ce vaccin et bien expliquer à la population. Je pense que le ministère de la Santé, dès la semaine prochaine, lance une grande campagne de sensibilisation et dont lequel vous participerez. Je pense que ça sera aussi le rôle des médias, de tout un chacun, de l'éducation, de tous nos concitoyens, de toute la société civile, justement d'aller vers cette vaccination. Et vous savez, l'économie mondiale perd de 350 à 500 milliards d'euros par mois. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer dans cette situation-là, que ce soit pour le développement de notre pays, pour l'éducation de nos enfants ou pour notre vie de tous les jours. Vous avez vu toutes les concessions que nous avons dû faire sur notre vie sociale, sur notre vie familiale, notre vie professionnelle. Il est temps de passer à autre chose et ça passera, Inch'Allah, par la vaccination. C'est clair, il ne s'agit pas uniquement de mort biologique, mais aussi de mort sociale et économique aujourd'hui. Alors la pandémie a mis à nu sur les carences et l'insuffisance dont souffre notre secteur de santé d'une manière générale et celui de l'industrie pharmaceutique en particulier. On a compris surtout que cela va de notre sécurité sanitaire dans cette pandémie. Rappelez-vous, on a manqué de matériel de protection, on a manqué de médicaments. Comment se décline aujourd'hui la stratégie nationale de ce secteur, Moi, je ne sais pas, pour voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, moi je dirais plutôt le contraire. Je veux dire que cette pandémie a illustré que l'industrie pharmaceutique algérienne a pu être au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous des moyens de protection. Vous savez que les premières semaines, avec quoi on a tenu ? Avant que nous recevions justement, comme le monde entier, ce qui était fabriqué en Chine, nous avons tenu grâce à la production locale, parce que nous avions 4-5 fabricants localement. Comment nous avons tenu pour les gels hydroalcooliques ? On en a manqué quand même, Monsieur le Ministre. En Europe, on a manqué de matériel de protection. De gel hydroalcoolique, pas du tout. Sur les médicaments, on peut parler des médicaments. Nous avions l'hydroxychloroquine, nous avions tous les antibiotiques. On parle de ce qui manque, on ne parle pas de ce qui existe. Nous avions, bien sûr, je ne parle pas des vitamines, des antalgiques, etc. Tout ce qui rentrait dans le protocole thérapeutique médicamenteux de la Covid était disponible. Les gaz médicaux, l'oxygène. Alors il y a eu ça et là, oui, non. Il y a eu une crise d'oxygène. Mais vous savez, la crise où elle n'était pas sur la production. Elle était justement sur le fait que nous n'avions pas forcément les installations nécessaires dans les structures hospitalières pour pouvoir stocker et avoir une consommation aussi importante. Il fallait renouveler sans arrêt les cuves. La cuve qui ne tenait qu'un jour, elle tenait une matinée. Donc c'est un peu tout cela. Moi je pense qu'au contraire, justement, ce qui a été remarqué et dans le monde entier, que ce soit chez nous ou bien au nord de la Méditerranée, c'est que plus que jamais, il fallait assurer sa souveraineté sanitaire. Oui, et la sécurité sanitaire question, passe par le développement d'une industrie pharmaceutique qui peut répondre justement à cette sécurité et à cette souveraineté sanitaire. Et aujourd'hui, après avoir relevé, vous savez, les masques aujourd'hui, nous en produisons à la fois les masques chirurgicaux, mais même les KN95. Les gants, non seulement on en a fabriqué, mais on a même aidé des pays développés. On a fait des dons à l'Italie sur les gants. Donc on a relevé le défi des moyens de protection. On a relevé le défi de l'oxygène, parce qu'on a mutualisé, on a multiplié par 3 notre production d'oxygène qui était de 120 000 litres, qui est passée à plus de 450 000 litres aujourd'hui, en ce moment dont je vous parle, par jour d'oxygène. On a relevé le défi des tests. Alors, pas simplement les tests sérologiques qui ont prêté à un moment donné à discussion, mais même les tests antigéniques et les tests PCR sont aujourd'hui fabriqués en Algérie, ce qui permet d'assurer leur disponibilité et de plus en plus leur accessibilité. Nous avons enfin... C'est un point sur lequel on revient. Voilà, donc ces défis qui ont été relevés successivement permettent justement, nous ont permis, dans cette période particulière, et à la faveur aussi de la création de ce ministère, de pouvoir justement asseoir une industrie qui s'adaptait aux besoins du pays, et ça en quelques semaines ou en quelques mois. Oui, alors votre objectif aujourd'hui en tant que ministère est de réduire la facture, entre autres, de réduire l'importation du médicament à peu près à 20%, à quelque chose comme 400 millions de dollars. Est-ce que cela ne peut pas être pénalisant, Monsieur le Ministre? On dit que la santé a un coût mais n'a pas de prix. Comment pensez-vous pouvoir trouver cet équilibre justement entre les priorités et la santé des Algériens et la rationalisation des dépenses
Alors écoutez, vous comprendrez bien que, ça, c'est une question que tout le monde se dans pose. notre politique, dans votre question, il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés que j'aimerais bien, sur lesquels qu'on doit développer ensemble. Oui. D'abord, la rationalisation des dépenses, elle ne se fait, je vous dirais, elle ne se fait absolument pas au détriment de la disponibilité des produits pharmaceutiques. Qu'est-ce que nous avons fait ? Dès le mois d'octobre, parce que nous avons pris nos prérogatives, nous, au mois d'octobre, oui. Après avoir mis en place la nouvelle ordonnance fin août, début septembre, début octobre, nous avons nos prérogatives au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Une attestation de régulation a été exigée aux opérateurs pour pouvoir justement domicilier leurs factures d'importation. 3 types de factures ont été quelque part contrôlées. Celle des produits sur lesquels nous avions déjà des stocks considérables. Le même laboratoire qui a un médicament en rupture, a d'autres médicaments beaucoup plus chers, comme par hasard, hein, sur lesquels il y a 15 mois ou 18 mois de stock, sur lesquels on continue à importer et qui périment dans nos pharmacies et dans nos hôpitaux. Nous avions des produits qui, bizarrement, étaient fabriqués localement, périmés chez nos producteurs, alors qu'ils continuaient à être importés. Et enfin, nous avions des produits qui étaient importés à des prix qui relevaient de l'entendement. Je ne parle pas que des médicaments qui étaient administrés, mais je parle des matières premières, des étuis, des notices. Oui. Sur certaines matières premières, nous avions des différences de 1 à 250. Ça veut dire de 1 à 250. Je vous explique. C'est-à-dire qu'un opérateur qui importe pour 50 millions, si vous divisez par 250, ça fait combien ? 25. Ça fait 250 000 euros. Oui, 250. De 250 000 euros à 50 millions. Il y a quand même une différence énorme. Donc c'est en cela que je vous dis que nous avons bien sûr la politique de régulation qui a été mise en place, c'est du gouvernement, c'est avant tout vous savez, notre objectif, c'est au contraire, c'est d'assurer la disponibilité. La meilleure façon d'assurer la disponibilité, c'est de développer la production nationale, c'est de ne pas dépendre. Parce que le corollaire, il est tout fait. On vient d'en parler, justement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid ? Les pays ont fermé leurs frontières, ont interdit les exportations, ont interdit l'exportation de matières premières, ont interdit l'exportation d'un certain nombre de médicaments. Et c'est bien heureusement parce que nous avions ces produits-là, fabriqués localement, que nous avons pu tenir. Et si on veut assurer une disponibilité continue des produits pharmaceutiques, c'est en développant la production locale. Vous me tendez une perche, Monsieur le Ministre, je la saisis justement. Vous visez, vous dites à chaque fois dans vos interventions, notamment dans les médias, vous visez la disponibilité, la qualité et l'accessibilité. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, même de l'accessibilité. Alors, permettez-moi un peu de m'attarder justement sur cette question de disponibilité. On a beaucoup parlé de pénurie, mais vous préférez le terme rupture de médicaments au niveau hospitalier, mais aussi au niveau des officines. Une situation récurrente qui ne s'arrange pas aujourd'hui. À quoi est-elle due ? D'abord, elle s'arrange. Pas qu'elle ne s'arrange pas. Depuis que nous avons mis en place cette station de régulation, vous savez, vous avez cité un certain nombre de directions. Elles travaillent. Oui. Elles ont de la data, on numérise et on travaille à la fois avec les opérateurs, les producteurs, les importateurs, les grossistes et les pharmaciens. Nous avons donc toute une série d'informations pour lesquelles nous avons une forme de traçabilité et de monitoring des stocks actuellement depuis le mois d'octobre. Ce que nous avions effectivement vu, il n'était pas normal que dans notre pays, avec 4 milliards d'euros, je dis bien 4 milliards d'euros, qui faisaient le marché du médicament, 2 milliards à l'importation, 2 milliards à la production nationale, nous avions toujours des problématiques de rupture. Alors bon, il est vrai que c'est un phénomène mondial, qu'on peut dire qu'en Europe, certains pays ont 500 produits, 400 produits, etc. Pourquoi ? Oui. Parce que, vous savez, le médicament, c'est des milliers de références. Ce n'est pas un monoproduit, ce n'est pas des calories, ce n'est pas des pâtes ou quelque chose. Donc pour chaque produit, et chaque produit qui tombe, et ils sont produits des fois par 1 ou 2 unités dans le monde. De production. Alors il suffit qu'il y ait, je ne veux pas rentrer dans des problématiques techniques, une variation, un problème de matière première, la Covid, un arrêt de production, une augmentation de prix, parce que c'est des prix qui sont administrés, vous savez, les produits sont remboursés. Donc simplement le fournisseur qui vous dit, moi j'augmente mon prix par 2. Alors il faut négocier, voir, etc. Donc il y avait une régulation qui était insuffisante. En mettant en place justement l'attestation de régulation dans un premier temps, ce que nous avons voulu faire, avant de mettre en place un dispositif qui sera structurel à travers justement les décrets et les arrêtés
qui viennent d'être promulguées et que nous mettrons en place, justement en ce début de 2021. Fin 2020, les 3 derniers mois, nous n'avions pas resté les bras croisés. Nous avons tout de suite pris le taureau par les cornes. Et ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons arrêté d'importer ce qui est en surstock. Je vous dis 15 mois pour certains produits qui étaient onéreux, et nous avons délivré, je dis bien, nous avons délivré des programmes supplémentaires sur toute la série de produits sur lesquels il y avait des tensions d'approvisionnement. Parce que ce n'était pas forcément des ruptures. Une rupture, vous savez, c'est quand il n'y a pas une boîte. Là, il y en a dans certaines pharmacies, et il n'y en a pas dans d'autres. Il faut faire une vingtaine de pharmacies et puis, il faut savoir aussi que nous avions une très mauvaise régulation. C'est-à-dire que nous avions, par exemple, nous délivrions des programmes d'importation. Il faut savoir que nous, la régulation, on l'a pris en octobre. Hein, donc, les disponibilités qui existaient sur le marché en 2020 étaient celles des programmes d'importation signés par le gouvernement précédent en 2019. Donc nous essayons de corriger le tir quelque part. Et nous voyons très bien que les quantités étaient délivrées de manière annuelle, mais qu'il n'y avait même pas de programme de livraison. C'est-à-dire, je vous dis, vous apportez 1 million de boîtes, et on a trouvé, par exemple, des personnes qui se présentaient en novembre. On leur demandait, par exemple, le pourcentage de réalisation de leur programme d'importation toute l'année. En novembre, alors que le produit était en rupture, ils étaient à 0%. Personne ne leur demandait pourquoi ils n'avaient pas réalisé leur programme d'importation alors que c'est des produits qui étaient en rupture. Désormais, non seulement on leur délivrera un programme d'importation avec des quantités qui sont exactement notre consommation et la possibilité d'avoir des avenants si ça ne leur suffit pas, mais surtout, ils devront nous dire quand est-ce que le marché local sera approvisionné. Et ça doit se faire en corrélation, excusez-moi, en corrélation avec les produits fabriqués localement. Ce que je vais vous expliquer, c'est que très souvent, ces laboratoires importaient des produits qui étaient fabriqués localement et les produits qui n'étaient pas fabriqués localement, ils ne les importaient pas, ou pas en quantité suffisante. Ça, c'est pas normal. Et ça rejoint une problématique qui est mondiale. Vous savez, actuellement, en Europe, il y a certains pays qui ont entre 100 et 500 produits en rupture. Et comme par hasard, 80%, j'ai bien 80% de ces ruptures, c'est quoi? Ce sont les batteries. C'est-à-dire les produits sur lesquels ils font peu de bénéfices. Donc les laboratoires privilégient économiquement de vendre les produits où ils gagnent beaucoup d'argent, et ceux où ils gagnent peu, et il y a des productions qui sont insuffisantes. Donc c'est à nous de développer, développer la production locale pour être autonome sur ces produits-là, ne plus dépendre de ces laboratoires, assurer notre sécurité sanitaire tout en créant de la valeur ajoutée et de la croissance pour notre pays. C'est clair, Monsieur le Ministre, on a compris votre idée, le fait de devoir justement assurer cette sécurité sanitaire. Non, ce que j'ai expliqué, c'est pas ça. C'est que contrairement à ce qui a été avancé, la situation en termes de disponibilité, mois après mois, et les opérateurs sont là pour répondre, elle s'améliore mois après mois. Depuis le mois d'octobre. Il y a des médicaments qui manquent encore, Monsieur le Ministre. Oui, il y a encore, bien sûr. Vous-même, vous avez parlé d'une centaine de médicaments. Il y a 3500 références. Après, il faut distinguer ce qui est non commercial et ce qui est DCI. Ça, c'est un autre problème. Il faut aussi, madame. Excusez-moi. Là, on va parler, si on parle de DCI ou de non d'enregistrement, on va parler de 300 médicaments. Alors que vous avez parlé d'une centaine de médicaments. Dans vos déclarations, vous avez dit... J'explicite aussi. C'est-à-dire dans les 100 médicaments aussi, il faut distinguer ce qui est médicament essentiel et non essentiel. Et dans la loi de 2018, justement, à travers notre ministère, nous sommes en train de préparer un arrêté qui va être publié très prochainement, qui va lister les médicaments essentiels. Et nous monitorerons les ruptures sur ces médicaments essentiels. Je m'explique. Quand vous avez un produit qui est important pour une maladie chronique, quand il y a une rupture, c'est une problématique de santé. Mais quand vous avez un produit qui est un produit de confort, qui n'est pas forcément utile, ou qui a ce qu'on appelle un service médical rendu assez faible, on n'est pas tenu. Il y a beaucoup de médicaments qui sont sous tension aujourd'hui. Et dans toutes les réglementations, la réglementation que nous sommes en train de mettre en place, celle des médicaments essentiels, justement, nous mettons en place une réglementation qui lie les médicaments essentiels avec les ruptures. C'est-à-dire que nous mettons en place non seulement des mécanismes, mais une réglementation qui sera faite. Et ça sera une première en Algérie. Ça va prendre du temps. Monsieur le ministre, ça va prendre du temps. Non, ça sera la semaine prochaine, madame. Non, pour que ce problème soit réglé définitivement. Non, la semaine prochaine, nous mettons en place ce nouveau dispositif à travers les nouveaux programmes. On a commencé déjà la semaine passée. Les nouveaux programmes d'importation, les nouveaux programmes de production qui seront numérisés et qui nous permettront d'avoir une visibilité sur l'approvisionnement du marché tout au long de l'année prochaine, mais aussi à travers
la liste de ces médicaments essentiels. Dans certains pays, on les appelle médicaments à intérêt thérapeutique majeur, et qu'on lira aux ruptures, sur lequel il y aura une obligation de déclaration à la fois des opérateurs, des pharmaciens et même de nous-mêmes. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la problématique, d'où elle vient? On vous parlait du malade qui, avec son ordonnance, n'a pas accès aux médicaments. Donc c'est pour cela que ce que nous avons fait aujourd'hui, et ce qui n'a jamais été fait jusque-là, c'est que nous avons intégré dans les cellules de travail, on appelle ça comité ou observatoire, que nous mettons en place d'ici la fin du mois, et sur lequel nous avons déjà des discussions, nous avons intégré les prescripteurs. Parce que la liste des médicaments disponibles ou indisponibles, parfois, vous savez, c'est des causes exogènes. Ça peut être un laboratoire qui a été acheté par un laboratoire israélien et sur lequel on ne peut plus acheter, ou une pénurie mondiale. Par contre, ce qui est important, c'est que le prescripteur, lui, connaisse la liste des produits disponibles et, comment dire, oriente sa prescription en fonction des produits disponibles. Je m'explique. Un produit pour l'hypertension, par exemple, si ce produit est indisponible, vous avez dans la classe thérapeutique une dizaine ou quinzaine de produits. Si le médecin, et ce qui n'était pas le cas malheureusement, si le prescripteur, et j'ai reçu tous les syndicats de médecins et l'ordre des médecins, et nous avons discuté de ce sujet-là, s'ils sont informés, s'il y a une liste officielle, c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays, des produits sur lesquels il pourrait y avoir problème, ils orienteraient leur prescription vers les produits disponibles, et comme ça, les malades ne subiraient pas justement ce stress. Les produits disponibles, parfois, ils sont sous tension. Un malade doit faire plusieurs pharmacies pour pouvoir oui, parce que je vous explique, parce que ces mécanismes n'existaient pas. Si vous permettez, et quand il s'agit d'un malade à Alger, je vous dis à Alger, on doit faire plusieurs officines pour pouvoir trouver un médicament. Alors là, vous imaginez qu'à l'intérieur du pays ou dans le sud du pays, ça doit être beaucoup plus pénible pour un malade. C'est dangereux pour la santé publique. C'est pour cela, vous savez, madame, moi j'ai passé ma vie à lutter contre ce phénomène-là. Aujourd'hui, je suis ministre de l'industrie pharmaceutique. S'il y a quelqu'un qui est conscient de cette problématique-là et qui a cœur de la prendre en charge, c'est bien moi. Et c'est bien l'ensemble de l'équipe, vous savez, tous les universitaires ou les jeunes pharmaciens qui sont avec moi, qui travaillent 7 jours sur 7 et 12 heures par jour pour essayer non seulement de mettre à niveau notre réglementation, mais aussi de pouvoir à la fois d'être au service de nos malades et au service de l'économie de notre pays. Nous en sommes conscients, non seulement nous en sommes conscients, mais il faut écouter aussi ce que je dis. Nous en sommes en train de construire des solutions. Absolument. Et des solutions qui sont non seulement pertinentes, qui existent dans le monde et qui ont fait leurs preuves, mais sur lesquelles aussi nous adossons notre expérience et les particularités du marché algérien. On sait très bien, Monsieur le Ministre, en plus de ça, ça coïncide avec une pandémie mondiale qui n'arrange pas forcément les choses. Vous avez parlé de visibilité, justement. Est-ce qu'on a aujourd'hui une institution ou un organe qui a le rôle d'un observatoire de médicaments et qui nous permet de connaître nos véritables... Vous avez parlé justement de cerner les véritables besoins. Pour pouvoir répondre justement aux besoins, il faut d'abord pouvoir les cerner. Est-ce qu'aujourd'hui on a une sorte, ou est-ce que vous pensez justement à le faire dans l'avenir, une sorte d'observatoire des médicaments qui nous permet de savoir les réels besoins de la société en médicaments? Oui, c'est ce que nous avons avancé justement le mois passé, et c'est ce que nous avons avancé, que nous sommes en train de mettre en place. Alors, il ne s'agit pas, vous savez, c'est assez facile, et c'est ce qui a été fait, et moi-même, j'ai dû en faire partie à différentes commissions qui étaient là, qui se réunissaient au niveau de certains ministères à un moment donné, justement pour essayer de voir quels étaient les produits en rupture. Non, nous ne voulons plus de ça, nous ne voulons plus simplement de faire de la communication pour laquelle nos concitoyens ne trouvent pas après, ne comprennent pas que ces commissions se réunissent ou que ces décisions se fassent et qu'il n'y ait pas de résultats sur le terrain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y ait plus de problématiques. Et c'est pour cela que cette fois-ci, nous ne réunissons pas simplement les gens pour les réunir, on numérise d'abord, c'est-à-dire que nous avons un système qui nous permet de connaître les stocks au niveau des producteurs et des importateurs et des distributeurs, mais aussi nous associons l'ensemble de la chaîne du médicament et, je le dis bien, les prescripteurs qui seront informés des médicaments disponibles. Et ça va aussi, on va même plus loin, parce que nous avons discuté même avec certains hôpitaux universitaires qui pensent à orienter aussi la formation sur la prescription des produits disponibles et produits localement. Parce que malheureusement, la formation et l'information étaient faites très souvent
par la visite médicale. Donc elle était orientée selon des critères commerciaux et marketing, pas sur des critères de santé publique, encore moins d'intérêt pour l'économie nationale. Ça c'est très important aussi quand vous parlez de la numérisation par rapport à la traçabilité de certains médicaments comme les psychotropes aussi, Monsieur le Ministre. Allons nous souffrons en Algérie, pour revenir un peu sur ce problème justement de pouvoir savoir les véritables besoins de l'Algérien ou du marché, il y a le problème aussi de l'automédication. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire là-dessus aussi? Parce que quand on est de grands consommateurs de médicaments sans prescription médicale, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter justement contre ce phénomène? Alors sur l'automédication, il faut savoir qu'il y a eu un recul quand même. Parce qu'on est passé d'une période, vous savez, l'Algérie, on est le seul pays dans la région à avoir ce qu'on appelle la carte Chifa. Oui. C'est-à-dire que les médicaments sont gratuits pour les malades chroniques et les retraités, et les autres ne payent que les 20% restants quand il s'agit de médicaments remboursés pour les assurés sociaux. Ce qui a fait que forcément les gens sont passés de plus en plus ces dernières années à travers le système du tiers payant par la prescription. Donc nous avons eu un recul tout de même important de l'automédication. Je pense à certains produits comme les antibiotiques, etc., où nous avions des records à un moment donné de consommation. Maintenant, la rationalisation justement de la dépense, pas simplement de la dépense, mais même de la consommation, elle doit, avant l'automédication, commencer par la prescription. Et aujourd'hui, nous avons compris que le marché du médicament, en fin de compte, il vient en aval des prescripteurs. Donc il faut effectivement que les prescripteurs soient partie prenante, et c'est ce qui se fait aujourd'hui au niveau de notre ministère, du monitoring un petit peu à la fois, bien sûr, du choix des molécules. Et quand j'ai installé la commission d'enregistrement la semaine passée, nous mettons en place aussi ce qu'on appelle des comités d'experts qui représentent, où l'ensemble des spécialités médicales sont représentées et qui donnent leur avis sur l'enregistrement de telle ou telle molécule, sur l'intérêt de telle ou telle molécule, sur l'étude du dossier, bien sûr en faisant attention sur le choix, la pertinence, et pour cela nous avons fait des consultations très larges avec l'ensemble des représentants de la corporation médicale. Donc le prescripteur, d'un autre côté, il faut éduquer aussi le malade. Et ça, le pharmacien joue un rôle particulièrement important. Parce que lui, justement, c'est lui qui est en face du malade et qui ne délivre. Il a des produits qu'il peut délivrer simplement sur ordonnance, et des produits qui sont à non-prescription obligatoire. Les médicaments à non-prescription obligatoire, justement, peuvent se vendre sans ordonnance. Oui. Ceux qui sont à prescription se vendent avec ordonnance. Une habitude malsaine a été prise à un moment donné par certains pharmaciens, ou peut-être le pharmacien n'était pas à sa pharmacie, et on avait beaucoup de non-pharmaciens qui géraient des pharmacies. Nous avions même des agences qui étaient gérées par des non-pharmaciens. C'était une problématique pour laquelle, moi, quand j'étais président de l'ordre, nous avons beaucoup lutté et nous continuons à lutter, ce qu'on appelle l'exercice illégal de la pharmacie. La pharmacie n'est pas un commerce. La pharmacie est un lieu d'exercice médical. Et l'officiant, c'est le pharmacien, et c'est lui qui, justement, peut expliquer au malade ce qu'il doit faire. Et surtout, le malade doit comprendre que le médicament, il y a ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Le médicament, par définition, c'est la science des poisons. Oui. Ça peut, le médicament le plus anodin peut vous faire du mal, selon vos allergies, selon la problématique que vous avez, selon la pathologie que vous avez. Donc, on ne consomme que les médicaments sur ordonnance, qu'on finit ses prescriptions, qu'on a fini ses prescriptions, on ne donne ni à ses voisins, ni on les consomme une autre fois. Absolument. Sans passer par le conseil du pharmacien ou du médecin. Maintenant, sur les médicaments à non-prescription obligatoire, alors ils sont listés, et le pharmacien peut vous dire, et même dans ce cas-là, dire de faire attention, de ne pas dépasser certaines doses, ou de ne pas le prendre dans certaines conditions. Alors il y a une petite culture qui se fait à travers maintenant l'information, et notamment Internet, mais souvent elle a double tranchant, parce que ça pousse aussi les gens vers l'automédication et vers le charlatanisme, et nous avons vu comme ça dans le complément alimentaire et dans pour beaucoup de médicaments, des publicités illégales sur lesquelles il faut faire très attention, et oui. L'agence du médicament est là justement aussi pour délimiter le champ de ce qu'on appelle les fiches posologiques, les supports publicitaires qui sont autorisés vers les professionnels de santé et qui sont interdits
vers le grand public. Oui. Alors un observatoire de médicaments aussi sert à évaluer l'impact financier, en théorie, à évaluer l'impact financier pour l'assurance maladie. C'est un problème qui ne dépend pas de vous directement, mais vous êtes partenaire. Aujourd'hui, il existe des maladies chroniques qui ne sont pas prises en charge à 100%, comme il existe des médicaments qui ne sont pas du tout remboursés. Un autre problème posé par nos concitoyens, alors le remboursement des examens, les radios, les scans qui coûtent très cher aux Algériens, est-ce qu'on peut espérer que ce remboursement ou que la nomenclature des actes soit revue, une nomenclature qui est un peu révolue aujourd'hui? Je vous pose cette question, Monsieur le Ministre, parce que beaucoup de choses ont été faites dans ce sens pendant la pandémie. Rappelez-vous l'histoire des PCR qui ont été plafonnés, il y a eu aussi le remboursement des scans. Est-ce que ce genre d'opération peut être généralisé? Est-ce qu'on peut espérer que prochainement la nomenclature des actes soit revue? Pour ce qui est des médicaments et des dispositifs, non, au contraire, nous sommes directement, je veux dire peut-être le ministre concerné par le prix du médicament, parce que c'est dans nos prérogatives. Et aujourd'hui, justement, demain jeudi, on va installer, après justement le nouveau décret, le nouvel arrêté sur le comité intersectoriel de prix qui regroupe différents ministères et les caisses de sécurité sociale justement, ce comité de prix qui est chargé de valider le prix à l'enregistrement d'un produit fabriqué localement ou d'un produit importé. Et ce qui est nouveau dans ce comité, et c'est complètement révolutionnaire, même pour la région, c'est que nous ne restons pas simplement sur le prix sorti usine, mais sur la valeur ajoutée créée en Algérie, je tenais à le dire, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et qui va permettre à notre industrie pharmaceutique réellement de se développer en allant justement vers la recherche et développement et en allant vers la production de matières premières et la création de valeur ajoutée en Algérie. Pour ce qui est de l'accessibilité, c'est le pendant du prix, c'est l'accessibilité. Il faut savoir qu'effectivement les produits pharmaceutiques, nous avons à la fois les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Les produits pharmaceutiques, il y a ceux qui sont remboursés et ceux qui sont non remboursables. Quand ils ont un service médical rendu important, généralement, ils sont remboursés par la sécurité sociale à travers justement un organe qui s'appelle le comité de remboursement, dans lequel, effectivement, aussi, qui est interministériel. Pour revenir aux dispositifs, certains sont remboursés, d'autres ne le sont pas. À la lumière à l'épreuve plutôt de la Covid, certains dispositifs sont devenus, ou certains examens, le gouvernement algérien a décidé de faire un effort supplémentaire. Absolument. Il faut savoir qu'ils étaient déjà disponibles au niveau public. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait de la PCR, pendant 6 mois, la PCR était faite gratuitement et elle continue à l'être gratuitement dans tous les établissements publics. Privé, mais avec des limites. Après, il y avait le privé. Le privé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand le privé a commencé à travailler? Les coûts étaient très élevés. Donc, pour notre part, nous qui sommes en amont, nous ne pouvons pas effectivement légiférer l'acte. Il appartient à la sécurité sociale, à la santé. Oui. Par contre, les intrants, c'est-à-dire le réactif, la machine, tout ce qui est entré dans la PCR, nous pouvions jouer un rôle. Et c'est ce que nous avons fait. Et ainsi, la PCR, qui était au début de la Covid à 25 $, nous avons acheté après à 12 $, lorsqu'on a fait des contrats étatiques avec la Chine. Nous avons pu la faire descendre avec l'attestation de régulation, en évitant la surfacturation, à 5-6 $. Et elle est fabriquée aujourd'hui actuellement à 2,5 $. Donc ce qui a considérablement baissé le prix. De plus, nous sommes rapprochés aussi des importateurs, ceux qui importaient, et ces produits-là, en leur disant, écoutez, prenez des marges raisonnables. Il n'est pas question que vous bénéficiez simplement de cet effet d'aubaine, parce que autant sur le médicament, les marges étaient réglementées, autant sur le dispositif, il n'était pas. Donc on leur a fait comprendre que c'était dans l'intérêt du pays et leur intérêt à eux aussi, de leur entreprise. Vous savez, ils n'avaient pas de publicité à faire, ni de représentation à faire. Les produits venaient par conteneur et étaient revendus. Donc on leur a demandé de baisser aussi leurs marges, et ce qu'ils ont fait. Et ainsi, des produits qui étaient à 2000 dinars pour la PCR sont descendus à 1000 dinars ou moins pour le réactif, ce qu'on appelle d'amplification. Oui. Après, il y avait d'autres types de réactifs, le transport et le prélèvement qui étaient fabriqués localement. Il y a aussi celui de l'extraction. Et tout cela sommé fait qu'aujourd'hui, même les prix plafonnés, je lisais avec beaucoup d'intérêt, d'attention, un article sur Al Moudjahid il y a quelques jours,
Même les prix qui ont été plafonnés, on a des laboratoires qui proposent des prix en dessous. Maintenant, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons pu, et on le voit, il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'en produisant localement que nous arrivons réellement à rendre les produits accessibles. Alors, lorsqu'on ne peut pas produire, il faut contrôler les marges et les prix, il faut contrôler l'origine et la qualité du produit et éviter la surfacturation. Nous étions dans une économie extravertie. Nous avons trouvé des produits qui étaient, je vous ai dit, vendus 50, 100, 200, 300 fois plus cher. Donc il suffisait simplement de mettre en place une traçabilité sur ces prix-là, un contrôle à travers l'attestation de régulation, ce qui nous a permis aujourd'hui, mais ça ne s'est pas fait, contrairement à ce qu'on... c'est la meilleure preuve, ça ne s'est pas fait que, je veux dire, la disponibilité, au contraire, a été plus importante. Dès qu'il y a eu l'attestation de régulation, on a bien vu que la PCR, désormais, est non seulement disponible, mais à bas prix. Comme quoi, une politique de régulation ne se fait pas forcément au détriment de la disponibilité, mais c'est au détriment de la production nationale et du contrôle des prix. Vous n'avez pas répondu à la question, hein. Je vous ai posé la question sur la nomenclature des actes. Alors la nomenclature des actes, c'est un sujet qui concerne le ministère du Travail et le ministère de la Santé. C'est effectivement, c'est un certain nombre d'actes qui doivent revaloriser, mais ça rentre aussi dans un ensemble de réformes qui vont se faire à travers la contractualisation, la coopération publique-privée qui existe dans la loi 18/11, la complémentarité publique-privée qui existe et qui peut être complémentaire dans certaines régions du pays dont vous parliez tout à l'heure, où parfois il n'y a pas de centre de radiologie à l'hôpital, ils peuvent faire une convention avec le privé. Ça peut se faire, ça s'est fait d'ailleurs pour la cardiologie, ça s'est fait cette année à la faveur de notre gouvernement pour les accouchements. Les accouchements, justement, aujourd'hui, sont remboursés, sont pris en charge dans les cliniques privées. Et heureusement qu'on l'a fait. Vous avez vu avec la Covid, si on n'avait pas eu les cliniques pour l'accouchement, ça c'est une bonne mesure dont on parle peu et pourtant qui a été salutaire et qui est à l'actif du ministère de la Santé et du ministère du Travail. En attendant que ça se fasse pour les cancéreux aussi, parce que eux aussi ils se font aujourd'hui traiter dans des centres privés et ils ne sont pas remboursés. Vous me tendez la perche encore une fois. Il y a aussi tout ce qui est mutuelle et assurance complémentaire. Les textes existent et ils doivent continuer à se mettre en place et pour pouvoir permettre de parachever justement ce système-là. Mais il faut savoir, très sincèrement, que nous avons dans la région ou dans le continent certainement, et même parmi beaucoup de pays dans le monde, un des systèmes les plus généreux en termes de... Bon, il est évident que lorsqu'on est victime nous-mêmes, on essaye d'avoir le dernier tiers. Mais on a le système le plus généreux qui soit, peut-être en termes de prise en charge, que ce soit pour l'oncologie... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge, Monsieur le Ministre. Tous les examens pratiquement se font dans le privé et ils ne sont pas remboursés. C'est les gens qui vont dans le privé, mais dans le public... Dans le public, je ne veux pas porter la contradiction, je ne veux pas porter la contradiction pour la porter. Je dis que je suis d'accord avec vous qu'il faut trouver des solutions dans la nomenclature des actes. Il y a même des actes qui, au lieu de faire dans le public en faisant dans le privé, reviendraient aussi cher, je veux dire, à l'État. C'est un problème de contractualisation et d'organisation qui est en train de se mettre en place. Mais pour ce qui est de la prise en charge, vous savez, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Pour l'oncologie, on dépense 600 millions d'euros chaque année en médicaments. C'est le budget. Justement, des médicaments alors les gens parlent de certains pays voisins. C'est le budget global de ces pays-là. Il y a des médicaments du cancer qui sont en rupture. Oui, certainement. Oui, madame. Vous pouvez nous dire là-dessus? Peut-être pas en rupture. C'est des médicaments que les malades voudraient. Je veux dire, comment dire... C'est des médicaments qui existaient auparavant. Oui, alors il y a eu 2-3 médicaments. Bon, ça concerne la pharmacie centrale des hôpitaux, effectivement. Et j'ai eu, comme on est responsable de la disponibilité, je suis en contact à la pharmacie centrale des hôpitaux. Il y avait eu 2-3 produits à la faveur de la Covid, auxquels il y avait eu des interruptions de traitement. Vous savez que même les services d'oncologie, il y avait eu des produits qui ont été périmés. Le système a été bouleversé. Bouleversé. Et vous savez, il y a des fois des médicaments... Vous attendez 12 mois, 15 mois pour avoir 50 boîtes ou 100 boîtes. Il y a un médicament, je ne veux pas citer le nom, qui dépendait d'une algue qui, depuis quelques années après le tsunami, n'existe plus ou très peu, ou sur lequel il y a énormément de lots qui sont rejetés. Ce sont des pathologies et des problématiques très complexes et sur lesquelles, justement, l'éventail des produits est très important. Aujourd'hui, l'objectif, justement, c'est de rationaliser tout ça, de fabriquer ce qu'on pouvait le faire. Et aujourd'hui, avec Saïdal et aussi d'autres opérateurs privés, il y a
Et à travers cette direction du développement industriel, nous allons sur la production de médicaments d'oncologie. Et non seulement des accords ont été signés, mais ça se traduit par de nombreux enregistrements que la commission d'enregistrement est en train de faire actuellement, qui vont permettre de mettre sur le marché beaucoup plus de produits pharmaceutiques, dont beaucoup seront produits localement, notamment par Seydal. Tous les produits de première ligne d'oncologie, dès la prochaine année, seront produits localement, ainsi que l'insuline. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, monsieur. Justement, j'allais vous anticiper sur ma prochaine question. J'allais vous dire justement que nous avons beaucoup de diabétiques en Algérie. Ils représentent quelque chose comme 14% de la population. Alors, à quand l'insuline, justement, en Algérie? On a également beaucoup d'asthmatiques. Ça aussi, c'est un produit, le produit pour les asthmatiques, la ventoline ou le salbutamol, était un produit sous tension pendant longtemps. C'est un produit très important. Il était question aussi de le produire en Algérie. Qu'en est-il de ces deux produits? Alors, sur les insulines, nous avons pas simplement des projets, c'est-à-dire les accords sont signés, les usines sont montées. Oui. Donc, courant 2021, dès fin 2021, début 2022, je dis bien les 400 millions d'euros d'importation que nous avions en insuline seront produits localement. Et c'est unique dans la région et en Afrique. C'est-à-dire que ça sera du full process, il ne sera pas de remplissage. C'est du full process qui sera fait, parce qu'on allait sur des projets où on faisait juste du montage de silos. Là maintenant, les deux plus grands laboratoires mondiaux vont les produire localement en partenariat avec des sociétés algériennes. Et non seulement ils vont les produire, mais les usines sont prêtes, je vous ai dit, les usines sont prêtes. Après, bon, vous savez, avec la Covid, ça a retardé certains transferts technologiques parce qu'il y avait des problématiques sur les déplacements des marchandises et des personnes qui devaient mettre en place ces usines-là. Mais nous espérons, en 2021, commencer la production de ces deux usines qui deviendront opérationnelles. Et ça permettra à l'Algérie, je dis bien, d'être une plateforme de production d'insuline pour la région. Parce que il ne s'agit pas simplement de répondre aux besoins locaux, mais avec les deux laboratoires, nous avons prévu une projection vers l'export. Donc il était entendu que ce marché que nous représentions, qui était de 400 millions d'euros, nous sommes le premier consommateur de silos insuline. Vous savez, vous allez dans les pays voisins, les diabétiques n'utilisent pas de silos insuline. Ils sont encore à l'insuline humaine avec la seringue. Non, l'Algérie a dépensé des milliards de dollars, c'était 400 millions par an, pour ces insulines. Et aujourd'hui, à la faveur justement des accords que nous avons menés, que Seydal mène en JV et qu'un autre laboratoire algérien, Biocair, est en train de mener aussi avec en JV, nous allons produire et avec une dimension export où nous espérons être une plateforme, justement. Et c'est là où on voit qu'une pathologie sur laquelle nous concédions beaucoup de dépenses, nous pouvons demain en faire une force pour être un levier de croissance, justement que notre marché non seulement assuré, mais que ça devienne un levier de croissance pour le pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je rappelle que votre objectif est de fabriquer tout localement d'ici l'horizon 2030. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. De faire le maximum de choses, effectivement, tout ce qui est possible, disons. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est arrivée à son terme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Canal Algérie.